En l'an 612 avant notre ère, Ninive, capitale de l'Empire assyrien, le plus vaste État de son temps, n'est plus qu'un champ de ruines. L'armée que ses voisins croyaient invincible a cessé d'exister après 2 ans de guerre. Un monde bâti durant 3 siècles s'est effondré. Et une question s'est immédiatement posée, que nul n'osait formuler à voix haute. Qui prendra la place de l'Assyrie? 3 prétendants s'avancèrent sur la scène: Babylone, la Médie et l'Égypte. Chacun disposait d'armées, chacun avançait ses arguments. Mais un seul comprit que le temps n'appartenait pas à ceux qui parlaient le plus fort, mais à ceux qui franchiraient l'Euphrate les premiers. Le pharaon Néchao II joua sa main avant les autres. Dès 609 avant notre ère, les troupes égyptiennes firent mouvement vers le nord à travers Canaan. Officiellement, il s'agissait de soutenir une Assyrie agonisante. En réalité, le but était d'occuper le Levant avant tout rival. Le royaume d'Égypte contrôlait alors les routes commerciales allant du delta du Nil jusqu'à Damas et n'avait nulle intention de les céder sans combattre. Néchao pensait agir en position de force. Il avançait rapidement, prenait des villes et destituait les roitelets indésirables. L'un d'eux, le roi de Juda Josias, tenta de lui barrer la route près de Megiddo. Néchao ne s'arrêta que le temps nécessaire pour anéantir son armée. Josias périt dans l'affrontement et Néchao poursuivit sa marche sans ralentir. C'est ainsi que se manifestait la domination égyptienne, fulgurante, arrogante et bâtie sur des terres étrangères. Mais tandis que Néchao plaçait le Levant sous sa tutelle, un basculement s'opérait à l'est. Un mouvement que ses éclaireurs avaient sous-estimé ou omis de rapporter fidèlement au pharaon. Babylone se transformait, non pas par étapes, mais par un bond prodigieux. Nabopolassar, fondateur de l'empire néo-babylonien, était un chef pragmatique et froid. Il avait écrasé l'Assyrie en s'alliant aux Mèdes, mais il savait que les alliés d'aujourd'hui sont les concurrents de demain. Pendant que le vieux roi veillait aux frontières septentrionales, son fils recevait une éducation d'un autre genre. Nabuchodonosor n'avait pas grandi dans l'oisiveté de la cour, mais au sein de l'état-major. Les chroniques babyloniennes attestent de sa participation aux campagnes militaires avant même ses 20 ans. Il apprit le mouvement des troupes, les rouages du ravitaillement et l'art de briser l'adversaire, non seulement physiquement, mais dans sa volonté même. Dès 607 avant notre ère, Nabopolassar confia à son fils le commandement de l'aile ouest. Ce n'était pas un simple témoignage de respect, mais un calcul. Le vieux roi était affaibli par la maladie. Il lui fallait un homme capable de prendre Carchemish. Carchemish s'élevait sur la rive occidentale de l'Euphrate, là où le fleuve se resserre, offrant depuis des siècles le principal point de passage entre la Syrie et la Mésopotamie. Maîtriser Carchemish revenait à contrôler le flux des armées, du commerce et de l'information à travers tout le Proche-Orient. L'Égypte l'avait compris bien avant que Nabuchodonosor n'atteigne le fleuve. Néchao II avait renforcé la cité avec une garnison égyptienne. Y avaient installé les restes de la noblesse assyrienne, ceux qui s'accrochaient encore à l'ombre de l'ancien empire, et avaient fait de Carchemish l'avant-poste de l'influence égyptienne sur l'Euphrate. Sur le papier, la décision semblait stratégique. En réalité, les Égyptiens avaient choisi de défendre une ville qui ne pouvait être ravitaillée par voie terrestre sans un contrôle total sur la Syrie. Or, ils ne contrôlaient pas la Syrie. Ils s'imaginaient seulement la dominer. Les petits royaumes du Levant, Damas, Hamath,
les cités phéniciennes observaient la situation avec une neutralité prudente. Ils payaient tribut à celui dont les troupes étaient les plus proches. Quand les Égyptiens approchaient, ils s'inclinaient devant le pharaon. Quand l'horizon s'obscurcissait sous la poussière des colonnes babyloniennes, ils cherchaient des canaux de négociation avec l'Orient. Ce n'était point de la trahison, mais de la survie. Une survie si précaire qu'elle ne sauva finalement aucun de ceux qui misèrent sur le mauvais camp. La Judée se retrouva dans une position particulièrement critique. Après la mort de Josias, le pharaon Néchao imposa lui-même un nouveau roi, Joachim. Ce monarque, inféodé aux Égyptiens, versait à Néchao un tribut d'argent et d'or. Le prophète Jérémie, dont les paroles nous sont parvenues par l'Ancien Testament, mettait ouvertement en garde la noblesse de Jérusalem. S'appuyer sur l'Égypte mènerait au désastre. Le roi de Babylone viendra et dévastera cette terre, clamait-il. On l'écoutait avec indifférence. Les troupes égyptiennes étaient aux portes. Babylone semblait lointaine. Mais Nabuchodonosor était déjà en marche. Au printemps 606 avant notre ère, les avant-gardes babyloniennes apparurent dans le nord de la Syrie. Non pour livrer une bataille rangée, mais pour reconnaître le terrain, intercepter les courriers égyptiens et sonder les lignes de communication. Les commandants égyptiens à Carchemish recevaient des rapports alarmants. Néchao en Égypte recevait les mêmes, mais avec un temps de retard. Tandis que les ordres voyageaient péniblement entre le pharaon et sa garnison, Nabuchodonosor étudiait personnellement la topographie. Il savait où traverser. Il savait combien de temps prendrait la marche de l'Euphrate aux positions égyptiennes. Il connaissait l'effectif de la garnison. Les Égyptiens savaient qu'ils venaient, mais ils ignoraient quand et par où. Cet écart de renseignements leur fut fatal. Cette asymétrie ne devait rien au hasard. Elle était le fruit d'années de décisions égyptiennes, chacune paraissant raisonnable au moment où elle était prise. À la chute de Ninive, le pharaon Néchao II hérita d'un rôle auquel l'Égypte ne s'était pas préparée depuis des siècles, celui d'hégémon du Levant. L'Égypte était accoutumée à agir par le biais du commerce, de la diplomatie et de raids ciblés. Elle n'avait pas l'habitude d'entretenir des garnisons permanentes au cœur de la Syrie, ni d'y tracer des routes logistiques. Elle comptait sur ses alliés, et c'est là que sa stratégie commença à se fissurer. Les débris de la noblesse assyrienne, réfugiés à Haran, puis à Carchemish, réclamaient désespérément la protection égyptienne. Ils offrirent à Néchao tout ce qu'il leur restait: une légitimité, des réseaux locaux, une connaissance de la haute Mésopotamie. Le pharaon accepta ces présents. Il intégra les officiers assyriens à son état-major, mêla leurs unités rescapées à la garnison de Carchemish et se proclama protecteur de l'ordre assyrien légitime. L'alliance paraissait logique. En réalité, les Égyptiens endossèrent les dettes d'un empire moribond sans en retirer la moindre ressource. La noblesse assyrienne ne pouvait plus lever de soldats. Elle ne pouvait garantir aucun soutien local, car la population syrienne exécrait les Assyriens autant que les Babyloniens. Elle ne savait que demander. Et elle demandait sans cesse. Néchao envoyait des renforts. Chaque nouvelle unité dépêchée à Carchemish s'éloignait de l'Égypte de milliers de stades, s'enfermant dans une cité ravitaillée par une unique route longeant l'Euphrate. Pendant qu'à Memphis, on dissertait sur la stratégie, les roitelets syriens jouaient leur propre partition. Damas payait tribut aux Égyptiens tout en accueillant des marchands babyloniens qui n'avaient de marchands que le nom. Les cités phéniciennes de Byblos et de Tyr envoyaient des offrandes rituelles à Néchao
tout en sondant le prix d'une allégeance au Nouvel-Orient. Personne ne tranchait. Tous attendaient de voir quelle armée l'emporterait. Cet attentisme eut des conséquences militaires concrètes. Les colonnes égyptiennes, traversant Canaan et la Syrie vers Carchemish, ne pouvaient compter sur aucun ravitaillement local. Chaque sac de grains, chaque outre d'eau devait être transporté ou réquisitionné par la force. Or, piller ceux dont on cherche l'alliance n'est guère la meilleure façon de bâtir une coalition. La Judée, à ce stade, n'avait plus le luxe du choix. Néchao avait choisi pour elle. Le roi Joachim siégeait à Jérusalem sur un trône inféodé et versait chaque année à Néchao 100 talents d'argent et 1 talent d'or. Un montant consigné dans le 2e livre des rois. Cette somme était extorquée à la population par un impôt par tête. Jérémie continuait de prédire que le protectorat égyptien finirait dans le sang. Joachim continuait de payer. Il n'avait pas d'autre issue. Les troupes égyptiennes étaient assez proches pour que sa liberté ne soit qu'une illusion. Cependant, les rumeurs venues du nord commençaient à saturer l'air de Jérusalem. Les marchands revenant de Damas parlaient d'immenses colonnes babyloniennes aperçues près de Carchemish. Ils racontaient que les passages de l'Euphrate étaient fortifiés sur les 2 rives, que Nabuchodonosor inspectait lui-même les positions, non par émissaire, mais à cheval, avec une escorte réduite, à portée des archers égyptiens. C'était soit un acte de témérité, soit le pari que les Égyptiens n'oseraient rien tenter. Les Égyptiens n'osèrent rien. Néchao était alors retourné en Égypte. Il avait laissé l'armée à Carchemish sous les ordres de ses généraux pour se consacrer à d'autres projets. La construction d'une flotte en mer Rouge et le creusement d'un canal entre le Nil et la mer. Pour lui, la menace babylonienne était un problème stratégique réel, mais non immédiat. Il disposait d'une place forte au point de passage. Il avait des troupes. Il avait des mercenaires grecs, cariens et ioniens, que l'Égypte engageait depuis le 7e siècle avant notre ère et qu'elle considérait comme la meilleure infanterie lourde achetable à prix d'or. Les mercenaires grecs étaient certes des hommes de métier. Ils tenaient la ligne, connaissaient leur office et ne cédaient pas à la panique au premier choc. Mais ils n'avaient aucune raison de mourir pour Carchemish. Pour de l'or, soit, mais pour le royaume d'Égypte, qui les avait dépêchés à des milliers de stades de leur patrie, la question restait entière. Nabuchodonosor le savait. Son réseau de renseignements en Syrie œuvrait méthodiquement. Les chroniques babyloniennes, parvenues jusqu'à nous sur des tablettes d'argile, consignent ces mouvements avec une précision inhabituelle pour des textes de parade. Non pas des hymnes à la victoire, mais des itinéraires, des dates, des effectifs. C'est la documentation d'une armée qui se prépare non à une campagne rituelle, mais à un résultat implacable. À la fin de l'an 606 avant notre ère, les forces babyloniennes contrôlaient déjà les routes au nord d'Alep. La garnison égyptienne de Carchemish se retrouvait coupée de ses principales voies de ravitaillement syriennes. Non pas encerclée, mais isolée. Des renforts pouvaient encore circuler le long de l'Euphrate, mais chaque mouvement se faisait désormais sous surveillance. Depuis les remparts de Carchemish, on voyait s'élever la poussière des patrouilles babyloniennes. La poussière ne ment pas. Les guetteurs égyptiens la voyaient chaque matin. Des colonnes rousses à l'horizon oriental, là où la cavalerie babylonienne sondait les accès au fleuve. Mais voir la menace est une chose. En saisir l'ampleur en est une autre. Cette ampleur se forgeait à Babylone, à 350 km de là. Nabopolassar avait commencé à forger une nouvelle armée dès les guerres contre la Syrie.
Il avait compris une vérité simple. La Syrie n'était pas tombée parce que ses soldats avaient oublié l'art de la guerre, mais parce qu'elle combattait sur trop de fronts à la fois, sans pouvoir combler ses pertes. L'empire néo-babylonien fut bâti sur un principe différent: la concentration, la discipline. Un coup unique porté en un point précis avec la totalité des forces disponibles. Le cœur de l'armée était constitué d'une infanterie lourde, des guerriers aux casques de bronze et aux cuirasses d'écailles, armés de lances et de glaives courts. Ils combattaient en formation serrée, s'abritant derrière de grands boucliers rectangulaires. Ce n'était pas une piétaille levée à la hâte, mais des professionnels aguerris par les campagnes de 608 et 607 avant notre ère. Ils savaient tenir sous le feu, prendre des positions fortifiées et surtout, ils connaissaient leur chef. Nabuchodonosor prit le commandement lorsque Nabopolassar ne fut plus en état de monter à cheval. Le père transmit à son fils plus que des troupes, il lui transmit un système. Une logistique capable de nourrir une armée dans le désert syrien sans dépendre des ressources locales. Un réseau d'espionnage ayant accumulé 2 ans de données sur les positions égyptiennes. Et par-dessus tout, une culture de la décision immédiate. Nabuchodonosor agissait vite. Les chroniques babyloniennes le soulignent. Ses déplacements entre les cités, son apparition sur différents points du front, se faisaient dans des délais que les commandants égyptiens jugeaient impossibles. Au printemps 605 avant notre ère, il lança la concentration de ses forces. 3 corps d'armée convergeaient vers Carchemish. L'infanterie lourde suivait l'Euphrate depuis l'est. Les chars de guerre, modernisés sur le modèle assyrien, progressaient sur un arc plus large à travers le nord de la Syrie. Les archers, fers de lance de la puissance babylonienne, marchaient en avant-garde pour harceler les points de passage avant l'arrivée du gros des troupes. Le renseignement égyptien nota ces mouvements. Les rapports affluèrent à Carchemish, puis en Égypte. Informé de la concentration ennemie, Néchao décida de renforcer la garnison. Il envoya des troupes fraîches, dont de nouveaux contingents de mercenaires grecs. À cette époque, les Grecs de l'armée égyptienne n'étaient pas des aventuriers isolés, mais des unités organisées de Cariens et d'Ioniens servant sous contrat. Ils apportaient ce qui manquait à l'Égypte, la rigueur de l'infanterie lourde. La phalange, même sous sa forme archaïque, encaissait les chocs là où l'infanterie légère égyptienne se dérobait. Néchao le savait et y mettait le prix. Mais la phalange grecque avait une faille critique. Elle exigeait un terrain plat, de l'espace pour manœuvrer et des flancs protégés. Dans les accès étroits de la cité, sur les berges escarpées du fleuve et sous le déluge de flèches babyloniennes, son efficacité s'étiolait. Nabuchodonosor en était conscient. C'est pourquoi il n'avait aucune intention de lancer un assaut frontal contre les murs de Carchemish. À Carchemish, les officiers égyptiens fortifiaient les gués. Ils barraient les accès proches de la ville avec des lanciers et des archers, comptant sur l'Euphrate comme rempart principal. La logique était saine. Forcer un fleuve sous le feu est une entreprise suicidaire. Même l'infanterie la plus brave subit des pertes atroces en traversant une barrière d'eau sous une pluie de traits. Ils verrouillèrent les gués de Carchemish. Les bons gués. Les gués connus. Ceux que les armées empruntaient depuis 2 siècles. Nabuchodonosor, lui, préparait la traversée ailleurs. Tandis que les Égyptiens se concentraient sur les abords de la ville, les sapeurs babyloniens s'activaient plus au nord, là où les berges s'abaissent et où, lors des basses eaux estivales, le fleuve perd de sa profondeur. Ce lieu ne figurait pas comme un point de passage prioritaire sur les cartes égyptiennes. Les guides locaux au service de Babylone, eux, le connaissaient. Et les alliés syriens de l'Égypte, ceux-là même qui attendaient de voir qui serait le plus fort, se gardèrent bien de transmettre l'information. Au milieu de l'été 605 avant notre ère, l'armée babylonienne atteignit ses positions de départ.
La garnison de Carchemish comptait, selon les historiens, entre 20 et 30 000 hommes, mercenaires et auxiliaires assyriens compris. Nabuchodonosor en amena davantage. Si les chroniques ne livrent pas de chiffres précis, l'ampleur de la manœuvre suggère une supériorité numérique écrasante. Les Égyptiens scrutaient la rive orientale. Ils y voyaient l'armée qu'ils observaient depuis des mois. Ils s'attendaient à un assaut sur les gués. Et l'assaut vint, mais pas là où ils l'escomptaient. Les premières à engager le combat furent les unités égyptiennes avancées. C'est un détail crucial. Les Égyptiens ne se contentèrent pas de subir. Ils tentèrent de prendre l'initiative. Plusieurs détachements d'infanterie légère et d'archers franchirent le fleuve pour prendre position sur la rive est. Le plan était simple. Fixer les Babyloniens sur l'autre rive, leur interdire l'accès à l'eau et épuiser leurs avant-gardes par un harcèlement constant. Durant les premières heures, la tactique paya. Les éclaireurs babyloniens s'approchant du gué furent accueillis par un feu nourri. Les archers égyptiens tiraient depuis des retranchements de terre qui les protégeaient des ripostes. Plusieurs unités babyloniennes refluèrent. Les commandants égyptiens reçurent les premiers rapports. Les gués tiennent, l'ennemi recule, la traversée est verrouillée. Ces rapports étaient exacts. Ils étaient aussi parfaitement inutiles. Pendant que les Égyptiens défendaient les passages connus, ce que Nabuchodonosor préparait depuis des mois se jouait plus au nord. À la faveur de la nuit, ses sapeurs avaient jeté une passerelle sur un bras peu profond, à quelques kilomètres en amont. Ce n'était pas un pont de bateau, mais un assemblage de troncs liés et d'outres de cuir supportant un tablier de bois, suffisant pour faire passer l'infanterie au pas de course. Ils travaillèrent dans l'obscurité totale, sans torche, le tumulte du fleuve couvrant le fracas du chantier. À l'aube, les premières colonnes babyloniennes foulaient déjà la rive occidentale. Imaginez l'archer égyptien sur son gué fortifié. Il scrute l'est, voit les Babyloniens qui ont reculé 1 heure plus tôt. Tout semble calme. Et soudain, derrière lui, venant du nord, s'élève une rumeur. Ce ne sont pas des cris isolés, mais le grondement sourd de milliers d'hommes en marche. Il se retourne. L'infanterie lourde babylonienne débouche sur ses arrières. Les unités égyptiennes postées sur la rive orientale se retrouvèrent instantanément prises au piège. Battre en retraite signifiait traverser le fleuve sous les flèches babyloniennes tirées depuis la rive est, qui redoublait d'intensité. Rester, c'était subir le choc frontal des colonnes ayant déjà traversé. Une partie des troupes se jeta à l'eau. L'autre tenta de faire volte-face pour combattre. L'Euphrate n'est pas large en ce point, mais le courant y est vif et le fond traître. Les hommes en armure de bronze coulent à pic. Les chroniques babyloniennes consignent l'instant avec une sobriété glaciale. Les Égyptiens furent défaits près du passage et ne s'attardent pas sur les détails. Ces détails, on les devine à la lumière de la suite des événements. La nouvelle de la percée atteignit Carchemish en quelques heures. Les commandants de la place reçurent 2 messages simultanés. Leurs unités avancées étaient anéanties et l'armée babylonienne, déjà maîtresse de la rive occidentale, fondait sur la ville par le nord. La ligne de défense fluviale s'était évaporée avant même d'avoir pu servir. Nabuchodonosor ne tarda pas. C'est là que résidait toute la différence. De nombreux généraux, après une traversée réussie, accordaient à leur armée le temps de se regrouper, d'attendre les convois et de rétablir l'ordre des colonnes. Lui s'en abstint. Les chroniques babyloniennes l'attestent. Le mouvement vers Carchemish commença immédiatement après la sécurisation de la tête de pont. L'armée avançait en ordre de bataille, sans marquer d'arrêt.
L'effet psychologique de cette décision est difficile à surestimer. La garnison égyptienne s'attendait à un assaut des guets, long, sanglant, marqué par de lourdes pertes au bord de l'eau. Ce scénario offrait du temps pour se regrouper, pour rappeler les troupes des différents secteurs et pour établir une défense solide au pied des remparts. Au lieu de cela, l'armée babylonienne surgit sur la rive ouest avec une rapidité fulgurante et poursuivit sa progression sans la moindre pause. Les mercenaires grecs de Carchemish évaluèrent la situation avec professionnalisme. Ils firent face à ce qu'ils n'attendaient pas. Un ennemi déjà présent, déjà en mouvement, ayant choisi son moment. La phalange exige du temps pour se former, et le temps manquait. Les commandants égyptiens rassemblaient précipitamment leurs troupes vers les fortifications nord de la ville. Les unités assyriennes prenaient position sur les remparts. Les archers montaient dans les tours. À l'intérieur des murs, il était encore possible de tenir. Carchemish était puissamment fortifié, doté de murailles imposantes et d'une citadelle intérieure. Mais déjà, à cet instant, alors que les commandants égyptiens aboyaient leurs ordres et que les troupes prenaient position, un événement se produisit qui changea la nature même de la bataille à venir. Plusieurs unités auxiliaires syriennes, stationnées dans le camp égyptien au nord de la ville, n'attendirent pas l'avant-garde babylonienne. Elles désertèrent, tout simplement. Sans combat, sans explication. Ceux qui attendaient de voir quelle armée serait la plus forte avaient reçu leur réponse et fait leur choix. Leur départ laissa à découvert les accès nord des remparts. Nabuchodonosor reçut ce rapport avant même que son avant-garde n'aperçoive les murs de Carchemish. La rivière était restée derrière. Devant se dressait la ville. La ville se tenait là. Et c'était la seule chose que les commandants égyptiens avaient réussi à préserver après la traversée du fleuve. Carchemish avait été bâti pour la défense. La muraille extérieure ceignait la ville basse, quartier commerçant, entrepôts, zone résidentielle. Derrière elle s'élevait une seconde ligne de fortification. Au centre, la citadelle trônait sur une éminence. L'assaut frontal d'une telle place aurait coûté cher aux Babyloniens, même avec une supériorité numérique totale. Nabuchodonosor le savait. C'est pourquoi il n'ordonna pas d'assaut immédiat. Il commença par les faubourgs. L'infanterie lourde babylonienne prit position autour des quartiers extérieurs de Carchemish, coupant la garnison de toute voie d'approvisionnement ou de retraite. Cela prit plusieurs heures. Un mouvement méthodique des colonnes, le blocage des routes, le déploiement des archers sur les hauteurs environnantes. Puis, l'avant-garde pénétra dans la ville basse. C'est là que les mercenaires grecs montrèrent pourquoi Néchao les payait si cher. Dans les rues étroites de la basse ville, la phalange opérait différemment que sur un champ de bataille ouvert. Les Grecs bloquaient les artères en rangs serrés, bouclier contre bouclier, s'appuyant contre les murs de chaque côté. L'infanterie babylonienne ne pouvait les déborder. L'espace manquait. Un assaut frontal contre une telle formation promettait des pertes lourdes, sans aucune progression. Les commandants babyloniens le comprirent rapidement. Ils s'en remirent aux archers. Depuis les toits, les remparts et les positions surélevées près des portes, les archers babyloniens entamèrent un travail méthodique. Les flèches survolaient les boucliers, trouvant les zones exposées. Cou, jambes, bras. La phalange grecque maintenait sa formation, mais chaque homme qui tombait créait une brèche qu'il fallait combler. Et cela devenait de plus en plus difficile. La poussière formait un mur. En août, en Syrie du Nord, le thermomètre affiche 40 degrés à l'ombre. Et l'ombre est rare dans les combats de rue. Les hommes en armure de bronze surchauffaient rapidement. Un mercenaire grec au 3e rang,
le bouclier sur l'épaule, la lance à l'horizontale, avançant d'un pas pour chaque camarade tombé devant lui, sentait le métal de son casque lui brûler le crâne. Il n'y avait pas d'eau, nulle part où reculer. Devant, les lances babyloniennes. Derrière, les portes de la ville, peut-être déjà sous le feu. Il tenait sa position, car c'était la seule chose que la phalange savait faire avec une perfection absolue. Les combats dans les faubourgs durèrent plusieurs jours. Ce ne fut pas une percée fulgurante, mais une expulsion méthodique. Les Babyloniens comblaient les fossés devant les portes de la ville basse, les remplissant de terre et de pierres sous la protection de leurs archers. Les archers égyptiens, sur les murs, répliquaient. Les pertes s'accumulaient des deux côtés. Les fouilles archéologiques de Carchemish, menées par des expéditions britanniques au début du XXe siècle, ont révélé dans la ville basse des couches de destruction et des traces d'incendies intenses datant précisément de cette période. Les planchers, les portes et les structures défensives en bois brûlaient. Les incendies offraient aux Babyloniens un autre avantage. La fumée s'engouffrait dans la ville, vers les assiégés. La visibilité chutait. Respirer devenait un supplice. Les commandants égyptiens tentèrent des contre-attaques. À plusieurs reprises, des unités mixtes sortirent des portes. Les lanciers grecs en première ligne, l'infanterie légère égyptienne en soutien. La première de ces sorties prit l'avant-garde babylonienne par surprise et la repoussa de plusieurs centaines de mètres. Les Égyptiens regagnèrent l'abri des murs avec des trophées et des prisonniers. Nabuchodonosor réagit immédiatement. Il renforça les positions devant les portes avec des unités d'infanterie lourde supplémentaires et déploya des chars sur les espaces dégagés face à la ville. La sortie suivante des Égyptiens se heurta à une formation de fer qui ne broncha pas. Les chars coupèrent les voies de retraite sur les flancs. L'unité perdit un tiers de ses effectifs avant de pouvoir se replier derrière les portes. Il n'y eut pas de troisième plantative. À l'intérieur de la ville, la situation se dégradait selon une logique qu'aucun ordre ne pouvait infléchir. Carchemish était ravitaillé par l'extérieur, par le fleuve et par les routes que les Babyloniens contrôlaient désormais. Si les réserves de grains subsistaient dans les entrepôts, l'eau était une toute autre affaire. Les citernes de la ville étaient conçues pour le temps de paix, non pour un siège abritant des dizaines de milliers de soldats. Hommes et chevaux épuisaient les réserves à une vitesse alarmante. À l'arrière des troupes égyptiennes, dans le camp situé derrière la muraille intérieure, s'installait ce que les chroniques militaires de toutes les époques décrivent de la même manière. Des rumeurs sur l'arrivée imminente de secours. Le pharaon allait envoyer une nouvelle armée. Babylone ne pourrait tenir éternellement. Les commandants assyriens exhortaient leurs collègues égyptiens à la résistance. Les officiers égyptiens assuraient aux mercenaires grecs que leur contrat les liait au sort de la ville. Les mercenaires grecs, eux, regardaient le niveau de l'eau baisser et restaient silencieux. Nabuchodonosor ne se pressait pas. Il recevait des rapports sur l'état des assiégés de diverses sources. Parmi le personnel de service de la ville, certains étaient prêts à parler en échange d'une promesse de vie sauve. Il connaissait la pénurie d'eau. Il connaissait le moral des mercenaires. Il savait que les commandants égyptiens espéraient une aide qui ne viendrait jamais. Il attendait le moment où la tension à l'intérieur des murs atteindrait son point de rupture. Dans l'état-major égyptien, ce moment se faisait déjà sentir. Non comme une panique, mais comme un étau se resserrant lentement. Impossible à desserrer. L'étau se resserrait. C'est précisément ce qui le rendait insupportable. Un assaut ouvert offre aux défenseurs un ennemi tangible. Ils chargent, on tire, on frappe, on tient le mur. Il y a une action, une réaction,
un sens à chaque mouvement. Un siège fonctionne différemment. L'ennemi reste à l'extérieur et ne fait rien. Et à l'intérieur, tout commence à se désagréger de soi-même. À Carchemish, ce processus suivait un calendrier que Nabuchodonosor n'avait pas établi, mais dont il connaissait l'existence. Ce ne fut pas l'homme qui céda le premier, ce fut la logistique. À la moitié du siège, les citernes ne fournissaient plus qu'une eau suffisante pour survivre, mais insuffisante pour rester opérationnelles. Les chevaux des chars égyptiens furent les premiers à faiblir, des bêtes imposantes à la consommation d'eau colossale. Les commandants de chars en référèrent à leurs supérieurs. L'ordre tomba de réduire les rations. Les chevaux continuèrent de dépérir. Plusieurs animaux moururent. Les autres restaient à l'ombre des murs intérieurs, désormais inutilisables pour le combat. Ce n'était pas une catastrophe soudaine. C'était une érosion de la capacité de combat, unité après unité, jour après jour. Sous le soleil de plomb d'août, les unités nubiennes et libyennes, infanterie légère, archers, auxiliaires, supportaient la chaleur moins bien que prévu. Non par faiblesse physique, mais parce qu'elles se trouvaient dans une situation pour laquelle elles n'étaient pas préparées. Un archer nubien savait combattre en terrain découvert, en mouvement, avec un minimum de ravitaillement. Il ne savait pas rester assis derrière les murs d'une cité étrangère à attendre. L'attente minait la discipline plus lentement que la faim, mais plus sûrement. Les chroniques babyloniennes mentionnent des désertions parmi les assiégés. Quelques hommes descendirent des remparts à la faveur de la nuit pour rejoindre les lignes babyloniennes. Ce ne fut pas une fuite massive, mais chaque cas était connu à l'intérieur de la garnison plus vite que les commandants ne pouvaient le dissimuler. On commença à compter. Compter les réserves, compter les jours, compter ceux qui étaient partis. Les mercenaires grecs firent preuve de professionnalisme. Ils ne désertèrent pas. Ils continuèrent d'occuper leur poste, de maintenir leur formation et d'exécuter les ordres. Mais un mercenaire, contrairement à un soldat régulier, gardait son propre sens du calcul. Il avait vendu son savoir-faire pour combattre, non pour mourir de soif pour une cité étrangère. La frontière entre ces deux destins devenait de plus en plus ténue dans Carchemish assiégé. Selon certains historiens, c'est à cette période que les commandants égyptiens entamèrent les négociations sur des primes supplémentaires avec les unités grecques. Il n'existe aucune preuve documentaire directe, mais la logique de la situation est implacable. On ne retient des mercenaires dans une position désespérée que par l'argent ou par la peur. Or, les Grecs ne craignaient pas les officiers égyptiens. Il s'agissait donc d'argent. Une ressource dont la garnison disposait de moins en moins, à l'instar des vivres. Les commandants assyriens, eux, se comportaient différemment. Pour eux, la retraite n'était pas une option. Carchemish était l'ultime bastion où les restes de la noblesse assyrienne conservaient encore un semblant de statut. Derrière ces murs, ils attendaient le sort des vaincus sans protecteur. Ils se battaient avec le désespoir d'hommes acculés. Cela les rendait redoutables au corps à corps, mais totalement inutiles sur le plan stratégique. Des hommes sans issue ne prennent pas de décisions tactiques lucides. Nabuchodonosor observait tout cela de l'extérieur. Son état-major travaillait sans tension apparente. Les chroniques babyloniennes de cette période décrivent un ravitaillement régulier, une rotation planifiée des unités aux avant-postes et une intendance organisée. Tandis que les assiégés comptaient leurs derniers grains, les assiégeants recevaient des convois de l'Est par une route que personne ne contestait. Ce n'était pas une tactique psychologique, c'était simplement la marque d'une préparation supérieure. Cette différence offrait à Nabuchodonosor
ce qui manquait cruellement aux Égyptiens. Le temps travaillait pour lui. À l'intérieur de la ville, apparurent les signes de ce que les historiens militaires nomment la désintégration institutionnelle. Ni révolte, ni panique, juste une désynchronisation progressive entre l'ordre et son exécution. Un commandant ordonne d'occuper une position. L'unité s'y rend plus tard que prévu. Ou ne s'y déploie pas totalement, ou se retire avant la relève. Chaque manquement est insignifiant en soi, mais leur somme dessine une armée qui ne réagit plus comme un mécanisme unique. Les commandants égyptiens envoyaient des rapports à Néchao. On ignore leur contenu exact, car aucun n'a survécu. Seules les conséquences nous sont connues. Le pharaon n'envoya aucune armée au secours de Carchemish. Selon les historiens, soit les rapports ne reflétaient pas la réalité, soit Néchao manquait de réserves immédiates, soit la distance rendait toute aide opérationnelle impossible. Le plus probable est que ces trois raisons se conjuguèrent. Carchemish attendait une aide qui n'était pas en route. Et derrière les murs, dans le camp babylonien, où les feux brillaient chaque nuit tout au long du périmètre de siège, Nabuchodonosor reçut un rapport qui modifia ses prévisions. On lui signalait de Babylone que Nabopolassar était gravement malade. Son père pouvait mourir à tout instant. L'héritier ne devait pas se trouver loin de la capitale lors du changement de pouvoir. C'était une règle d'or du monde antique, dont le non-respect avait coûté le trône à maints princes. Nabuchodonosor décida de ne plus attendre que la garnison se rende d'elle-même. Il était temps d'en finir. La décision était prise. Il fallait maintenant la transmettre à l'armée. Dans le camp babylonien, la nuit précédant l'assaut général ne ressemblait en rien au récit de parade. Il n'y eut pas de discours solennel devant les régiments alignés. Il y eut du travail. Les commandants firent le tour des positions, vérifièrent l'équipement, précisèrent les axes d'attaque. Les armuriers resserrèrent les fixations des boucliers, redressèrent les lames. Les conducteurs de chars inspectèrent les harnais. Les archers recomptèrent leurs flèches et disposèrent les faisceaux de sorte que la main les trouve sans hésitation au cœur de la mêlée. Nabuchodonosor avait promis le butin à ses troupes. Cela transparaît indirectement dans la manière dont les troupes babyloniennes agirent par la suite. Les convois égyptiens se trouvaient derrière les murs. Argent, grains, équipements, armes de rechange. Le renseignement babylonien en avait informé l'état-major qui en fit part aux soldats. Une armée professionnelle se bat pour sa solde. Pour le butin, elle se bat avec fureur. Dans le camp égyptien, la nuit fut tout autre. Les commandants égyptiens réunirent les officiers en conseil. Les sources n'ont pas conservé la teneur des débats, mais la décision qui en découla est connue par ses effets. La garnison allait se ranger en ordre de bataille devant les murs de la ville basse. C'était renoncer à la défense passive. Les Égyptiens choisirent d'accepter le combat en terrain découvert plutôt que de tenir les remparts jusqu'au dernier homme. D'un point de vue militaire, c'était une décision discutable. Les fortifications offraient aux assiégés un avantage réel. En sortir pour affronter une armée numériquement supérieure revenait à abandonner cet avantage de plein gré. Mais les commandants égyptiens suivaient leur propre logique. La défense passive avait atteint ses limites. L'eau s'épuisait, les mercenaires ne tenaient plus que par un reliquat de discipline. Les unités assyriennes s'étiolaient. Encore quelques jours, et la garnison perdrait toute capacité de combat sans même que les Babyloniens n'aient apporté un coup. Le combat ouvert offrait une chance. Infime, mais réelle. Si l'infanterie égyptienne et les mercenaires grecs parvenaient à infliger des pertes suffisantes au centre babylonien, Nabuchodonosor pourrait préférer la négociation à la poursuite de l'assaut.
Le calcul n'était pas insensé. Il était simplement insuffisant. Les commandants grecs écoutèrent les officiers égyptiens et acceptèrent. Ils n'avaient pas de meilleure option. La phalange en terrain découvert était leur outil le plus puissant. Ils allaient se former, abaisser leurs lances et recevoir la première vague. Si les flancs égyptiens tenaient, ils avaient une chance. Si les flancs cédaient, personne ne survivrait. Cette condition était claire pour les Grecs. Ils l'acceptèrent, sans doute sans trop croire à la solidité de leurs flancs. Les unités assyriennes prirent position sur les remparts, archers et lanciers chargés de soutenir la sortie par des tirs plongeants. Ils étaient peu nombreux. Moins qu'une semaine auparavant, le siège avait fait son œuvre. Mais il tenait bon. Les hommes sans issue sont ceux qui luttent le plus fermement. À l'aube, les portes égyptiennes s'ouvrirent. La garnison déboucha dans la grisaille matinale de la plaine de Syrie du Nord. La poussière ne s'était pas encore levée. Elle ne s'élève que lorsque le soleil chauffe la terre et que le vent déplace la couche superficielle. L'air était immobile. La visibilité, excellente. Elle permettait d'embrasser du regard l'intégralité du dispositif babylonien. Ce que les commandants égyptiens virent en franchissant les portes confirma leur pire crainte. L'armée babylonienne était déjà rangée en ordre de bataille. Ni en ordre de campement, ni en ordre de marche. En ordre de bataille. Cela signifiait que Nabuchodonosor était parfaitement informé de leur décision. Soit par ses espions, soit par simple déduction. La nuit, dans une ville assiégée, le mouvement des troupes, le grincement des roues et les ordres des officiers ne passent pas inaperçus. Les veilleurs babyloniens n'avaient pas dormi. L'infanterie lourde occupait le centre en rang serré. Boucliers levés, lance à l'horizontale. Les archers étaient postés sur les flancs, non devant l'infanterie, mais légèrement en retrait, afin de pouvoir pilonner les flancs de la formation égyptienne lors de la phase d'approche. Les chars se tenaient derrière le centre, non pour le choc initial, mais pour la poursuite, une fois la ligne ennemie rompue. Nabuchodonosor observa le dispositif égyptien. Il vit la phalange grecque au centre, un rectangle compact de boucliers, d'où émergeaient des casques de bronze étincelants et une forêt de lances. Il vit l'infanterie légère égyptienne sur les flancs, une formation moins dense, aux lances plus courtes et aux boucliers plus légers. Il vit les archers assyriens sur les murs, derrière l'ennemi. Il ordonna aux archers d'ouvrir le feu. Les flèches s'envolèrent avant même que les armées ne se rencontrent. Les archers babyloniens visaient les flancs de la formation égyptienne, là précisément où se tenait l'infanterie légère, dépourvue de protection lourde. Les premières pertes tombèrent avant même le corps à corps. Sur les flancs, les commandants égyptiens commençaient à hurler des ordres qui, normalement, ne sont pas nécessaires si tôt. Tenir les rangs, ne pas reculer, regarder devant soi. Quand les commandants en sont réduits à crier « Tenez vos rangs !» avant le premier contact, c'est que la formation vacille déjà. La phalange grecque au centre avançait, d'un pas régulier, pesant, professionnel. Il marchait vers l'infanterie babylonienne, et chaque homme dans ses rangs comprenait que ce qui allait se jouer sur les flancs dans les minutes à venir déciderait de leur sort à tous. Les flancs tenaient, pour l'instant. Les flancs tenaient, jusqu'au moment du premier choc au centre. L'infanterie lourde babylonienne et la phalange grecque se heurtèrent dans un fracas sourd, bouclier contre bouclier, lance contre lance. Le son de cette collision résonna jusque sur les remparts de la ville. En haut, les archers assyriens se penchèrent instinctivement, cherchant à discerner l'issue du combat dans la poussière en contrebas. Il était déjà impossible de distinguer quoi que ce soit de précis,
Deux masses compactes d'hommes s'étaient entremêlées, et la poussière s'était élevée comme un mur. Les Grecs tenaient bon. La première rangée encaissait le choc, les pieds ancrés dans le sol. La seconde poussait derrière elle, tandis que la troisième se tenait prête à remplacer les tombées. C'était un métier qu'ils maîtrisaient parfaitement. L'infanterie babylonienne pressait en retour. Le centre resta figé. Sur l'aile gauche de l'ordre de bataille égyptien, les archers babyloniens ne relâchaient pas leur feu. L'infanterie légère égyptienne y subissait des pertes dès les premières minutes du combat. Rien de catastrophique, mais des pertes constantes. Le commandant du flanc gauche ordonna alors de se rapprocher du centre, afin de s'abriter derrière la protection des boucliers grecs. La logique était limpide. L'exécution fut fatale. L'aile gauche commença à dériver vers le centre. Ce mouvement, transversal à la ligne de front, latéral et non frontal, désorganisa la formation. Pas totalement, mais suffisamment pour qu'un interstice de plusieurs dizaines de pas se creuse entre le flanc gauche et le bord de la phalange grecque. Le commandant babylonien de l'aile droite repéra immédiatement cette brèche. Sans solliciter l'autorisation de l'état-major, il jeta son unité dans l'ouverture. L'infanterie babylonienne s'engouffra dans l'écart, séparant la phalange grecque du flanc gauche égyptien et se déploya. Une partie de l'unité frappa la phalange de flanc, là où les boucliers ne protégeaient plus, là où les lances pointaient vers l'avant et non sur le côté. Une autre partie coupa toute retraite à l'aile gauche égyptienne vers les portes de la ville. La phalange accusa le coup sur son flanc. Les rangs extérieurs tentèrent de faire volte-face. Dans une formation serrée, la manœuvre est lente. Pendant que le premier homme se retourne, le second le heurte et le troisième perd sa place. L'ordre commença à se désagréger sur le bord gauche. C'est à cet instant précis que l'aile gauche égyptienne prit la fuite. Ce ne fut pas soudain. D'abord quelques hommes des rangs arrière, voyant le chemin des portes coupé. Puis ceux qui virent les fuyards. Puis tous les autres. Ce n'était pas la lâcheté d'individus isolés, mais la mécanique implacable d'une foule prise au piège. Quand une partie d'une formation s'effondre, les autres tiennent jusqu'à l'encerclement complet ou s'enfuient. À ce stade, on ne peut les retenir qu'en faisant barrage de son propre corps. Personne ne fit barrage. La débandade de l'aile gauche percuta les rangs arrière de la phalange grecque. Ce n'était pas intentionnel. Le chemin vers les portes passait simplement par là. La phalange tenait le centre, mais son arrière n'était pas protégé. La masse des fuyards écrasa les derniers rangs de la formation grecque avant même que les commandants n'aient pu réagir. Un mercenaire grec du 5e rang, celui qui, une seconde plus tôt, appuyait sa lance contre le dos de son camarade devant lui, reçut un choc violent par derrière, porté par ses propres alliés en fuite. Il tomba. Le suivant s'écroula sur lui. La formation ne céda pas sous l'assaut babylonien. Elle céda sous la fuite égyptienne. C'est là toute la différence entre une armée et une coalition. L'infanterie babylonienne au centre sentit que la résistance faiblissait. La pression adverse diminua. Les commandants n'en cherchèrent pas la cause. Ils continuèrent simplement d'avancer. Leur rang progressait là où se tenait, un instant plus tôt, l'ordre impénétrable des Grecs. L'aile droite égyptienne tint plus longtemps que la gauche. Là, le commandant se montra plus habile. Voyant le désastre à sa gauche, il tenta de retirer ses troupes de manière ordonnée, pas à pas, sans céder à la panique. Cela lui gagna quelques minutes. Quelques minutes de retraite organisée sous les flèches babyloniennes. C'est alors que les chars s'ébranlèrent. Nabuchodonosor gardait ses équipages de chars en réserve précisément pour ce moment. Non pour percer une ligne serrée, mais pour la poursuite. Le char est inutile contre une phalange, mais contre des groupes dispersés de fuyards en plaine,
Il est d'une efficacité monstrueuse. La vitesse du cheval contre celle d'un homme chargé de bronze, ce n'est plus une course, c'est une curée. L'aile droite vit les chars et cessa de battre en retraite avec ordre. En quelques minutes, le champ devant Carchemish passa du stade de bataille à celui de poursuite. L'infanterie babylonienne avançait sur toute la ligne. Les chars opéraient sur les flancs. Les archers achevaient ceux qui tentaient de se tapir dans les replis du terrain. Les portes de Carchemish étaient encore ouvertes. Une partie de la garnison avait réussi à rentrer. Les mercenaires grecs, les survivants des premiers rangs, se retiraient en groupes organisés, se couvrant mutuellement. Ils avaient perdu leur formation, mais pas la tête. Cela permit à une partie d'entre eux d'atteindre les portes. Les commandants égyptiens prirent alors la décision de fermer les portes avant que l'infanterie babylonienne n'y pénètre à la suite des fuyards. Ceux qui n'étaient pas encore entrés étaient perdus. Les battants se refermèrent. Plusieurs milliers d'hommes restèrent au dehors. Nabuchodonosor s'en empara plus tôt que prévu. À l'intérieur de la ville, les rescapés fixèrent les portes closes et entendirent au dehors ce qu'ils auraient voulu ne jamais entendre. Derrière les portes fermées, le silence ne dura pas longtemps. L'infanterie babylonienne atteignit les murs de la ville basse quelques minutes après la fermeture des portes. Les chars restèrent dans la plaine, inutiles dans les rues étroites. Les archers prirent position face aux portes et aux accès des remparts. L'infanterie lourde se forma en colonne serrée devant les entrées et attendit l'ordre. Nabuchodonosor ne lança pas l'assaut immédiatement. Il laissa aux assiégés le temps de contempler ce qui s'était passé dehors. Le temps de comprendre que l'armée censée les protéger n'existait plus en tant que force combattante. C'était un calcul, non de la magnanimité. Une garnison qui accepte ce fait défend les murs différemment d'une garnison qui espère encore un secours. À l'intérieur de la ville, les commandants égyptiens procédaient à un décompte rapide. Combien étaient revenus? Combien étaient restés dehors? Combien étaient aptes à tenir les murs? Les chiffres étaient accablants. Les mercenaires grecs revenus du combat rapportaient sans détour: la formation est brisée, les pertes sont lourdes. Il n'y a plus de force pour une nouvelle sortie. Les commandants assyriens restaient muets. Ce silence était plus éloquent que les mots. Quelques heures plus tard, le génie babylonien entra en action. Ils comblèrent le fossé devant les portes principales de la ville basse, méthodiquement, sous le couvert des porteurs de boucliers et sous le feu continu des archers égyptiens postés sur les murs. Les Égyptiens tiraient avec précision. Plusieurs sapeurs tombèrent. D'autres reprirent le travail. Pour chaque homme abattu, un autre prenait sa place. L'armée babylonienne disposait de réserves suffisantes. Le fossé, lui, n'en avait aucune. Le fossé fut comblé vers le soir. À l'aube du lendemain, les béliers babyloniens furent mis en batterie contre les portes. Les portes de Carchemish étaient de bois renforcé de bronze, une construction standard pour une grande cité syrienne. Face aux béliers, elles tinrent plusieurs heures. Les défenseurs égyptiens déversèrent de la poix brûlante sur les assaillants, lancèrent des pierres, tirèrent à bout portant. Les tortues babyloniennes, ces boucliers serrés au-dessus des têtes, encaissèrent les coups. Le travail se poursuivit. Les portes s'effondrèrent au milieu de la journée. L'infanterie babylonienne déferla dans la ville basse. Ce n'était pas un flot désordonné, mais des colonnes menées par leurs officiers avec une répartition claire des objectifs. La colonne de gauche suivait le mur vers les quartiers nord. La colonne de droite se dirigeait vers les entrepôts et le port fluvial. La colonne centrale marchait droit vers les portes de la ville intérieure. La ville basse résista. Dans les rues étroites,
Les mercenaires grecs reconstituèrent ce qu'ils savaient faire. De courtes lignes de boucliers barrant le passage, lance en avant. Chaque barricade de ce type dut être enlevée de haute lutte par les Babyloniens. Les archers montaient sur les toits pour tirer d'en haut. Les porteurs de boucliers poussaient de front. La ligne reculait ou finissait par rompre. Un mercenaire grec, posté sur l'une de ces barricades devant les portes de la ville intérieure, comprit qu'il n'y avait plus de retraite possible. Les portes de la citadelle s'étaient refermées. Les commandants égyptiens à l'intérieur avaient décidé de ne plus les rouvrir. Cette décision sauva la citadelle pour quelques heures encore. Elle ne sauva pas les mercenaires restés dehors. La résistance dans la ville basse fut étouffée vers le soir du deuxième jour. Les chroniques babyloniennes relatent la prise de la ville basse sans s'attarder sur les détails. Mais les couches archéologiques, mises au jour par les expéditions britanniques au début du XXe siècle, parlent d'elles-mêmes. Une épaisse couche de cendres recouvre toute la ville basse. L'incendie fut long et intense. Bois, tissus, grains des entrepôts, charpentes des maisons. Ce qui ne brûlait pas de soi-même fut incendié intentionnellement. Une pratique standard pour priver les assiégés de toute ressource. La fumée de la ville basse était visible depuis la citadelle. Les commandants égyptiens, qui avaient condamné les portes, la virent monter vers le ciel. Les murs intérieurs tinrent encore un jour. Les archers assyriens, sur les remparts de la citadelle, tirèrent tant qu'ils eurent des flèches. Puis, ils lancèrent des pierres. Puis, tout ce qui leur tombait sous la main. Ce n'était plus une opération militaire, mais un sursis de quelques heures face à l'inévitable. C'est ainsi que les hommes sans issue occupent le temps qu'il leur reste. Les portes de la citadelle furent enfoncées par les béliers babyloniens le troisième jour. À ce stade, les commandants égyptiens semblaient mieux comprendre les conditions d'une reddition que l'utilité d'une résistance acharnée. Une partie d'entre eux fut capturée vivante, comme en témoignent les chroniques babyloniennes qui mentionnent un nombre significatif de prisonniers de haut rang à Carchemish. Le sort de la noblesse assyrienne, en revanche, disparaît des sources. Ce silence est en soi une réponse. Nabuchodonosor entra dans Carchemish. La ville fut pillée avec méthode. Les chroniques babyloniennes parlent d'un immense butin. Les convois égyptiens, les réserves des entrepôts, les métaux précieux, le grain, les armes, tout passa aux mains des vainqueurs. Les soldats reçurent ce qui leur avait été promis. Une armée qui a accompli sa tâche reçoit son dû. C'est la règle d'or du système militaire babylonien, ce qui le rendait si fiable. La puissance assyrienne cessa d'exister en tant que réalité politique au moment précis où le bélier força les portes de Carchemish. Jusque-là, les derniers nobles assyriens possédaient encore une ville, des murs et la protection égyptienne. Après, il ne resta plus rien. 3 siècles de domination assyrienne sur le Proche-Orient ne s'achevèrent ni par une grande bataille rangée, ni par une capitulation solennelle. Ils s'éteignirent dans la fumée d'une cité marchande sur l'Euphrate, là où les derniers archers assyriens jetaient des pierres faute de flèches. Mais Nabuchodonosor ne s'arrêta pas au mur de Carchemish. L'armée égyptienne était vaincue. Ses débris battaient en retraite vers le sud, à travers la Syrie, à travers Canaan, vers leur terre. Nabuchodonosor ordonna la poursuite. L'Égypte régnait sur le Levant depuis 20 ans. L'heure était venue de présenter la facture finale. L'armée babylonienne talonnait les fuyards pour s'assurer que les comptes soient réglés à jamais. Les restes des troupes égyptiennes refluaient vers le sud par la route qu'ils avaient empruntée à l'aller. Par la Syrie du Nord, le long de la côte,
par Canaan. Ce n'était plus une retraite, mais la dérive d'une armée brisée qui ne cherchait qu'à mettre le plus de distance possible entre elle et le lieu du désastre. Les colonnes se fragmentaient, les groupes perdaient leurs chefs, les chefs perdaient leurs hommes. L'équipement jonchait la route, car il ralentissait la fuite. Nabuchodonosor ne leur laissa aucun répit. Près de Hamath, une cité syrienne majeure, à environ 200 km au sud de Carchemish, les commandants égyptiens tentèrent de rallier les fuyards pour livrer une nouvelle bataille. C'était une décision désespérée, mais non dénuée de sens. Hamath, situé sur l'Oronte, disposait de fortifications et offrait une chance de regroupement. Si la ville tenait ne serait-ce que quelques semaines, on pouvait espérer des renforts d'Égypte et restaurer un semblant de capacité de combat. Les chroniques babyloniennes sont laconiques sur Hamath. L'armée égyptienne y fut défaite une seconde fois, et de nombreux prisonniers furent capturés. Il n'y eut ni siège, ni assaut. Les Égyptiens n'eurent pas le temps de se retrancher. L'avant-garde babylonienne les atteignit avant que la garnison n'ait pu accueillir les réfugiés et organiser la défense. Hamath ouvrit ses portes sans résistance. Ses habitants prirent leur décision rapidement. Face à eux, se tenait l'armée qui venait de raser Carchemish. Négocier les conditions d'une reddition était plus sage que de mettre sa patience à l'épreuve. Hamath survécut. Elle survécut précisément parce qu'elle refusa de devenir le prochain Carchemish. Les débris de l'armée égyptienne, qui ne purent se réfugier dans la ville, poursuivirent leur fuite éperdue vers le sud. Nabuchodonosor les traqua jusqu'aux frontières de l'Égypte. Les chroniques babyloniennes le consignent explicitement. Il traversa toute la Syrie et Canaan, recevant la soumission des cités et nommant des gouverneurs babyloniens. Ce n'était pas une expédition punitive, mais une procédure administrative. Chaque ville ouvrant ses portes recevait un fonctionnaire babylonien et des obligations fiscales. Celles qui tentaient de résister recevaient les béliers. La plupart ouvrirent leurs portes. La Judée réagit sans attendre. Le roi Joachim, qui payait encore récemment tribut à Néchao, accueillit les envoyés babyloniens et reconnut la suzeraineté de Nabuchodonosor, presque sans négocier. C'était humiliant, mais pragmatique. Le protecteur égyptien n'existait plus en tant que force militaire dans la région, et l'armée babylonienne n'était qu'à quelques jours de marche. Jérémie, qui avait prophétisé cela pendant des années, avait eu raison sur toute la ligne. Nul ne songea à présenter ses excuses au prophète. Les cités phéniciennes, Byblos, Sidon, Tyr, dépêchèrent des délégations chargées de présents. Celles-là même qui attendaient de voir quel camp l'emporterait n'avaient plus de raison d'hésiter. La réponse se tenait devant leurs murs, vêtus d'armures de bronze. Nabuchodonosor acceptait les redditions, installait ses gouverneurs et poursuivait sa route vers le sud. En quelques semaines, son armée balaya le système d'influence que les Égyptiens avaient mis 20 ans à bâtir. Tout cet édifice, tributaires, alliés, garnisons, privilèges commerciaux, changea de maître en une seule campagne d'été. C'est alors qu'une nouvelle arriva de Babylone. Nabopolassar était mort. Cela s'était produit cette même année, en 605 avant Jésus-Christ, alors que son fils menait la campagne la plus fulgurante de l'histoire du royaume néo-babylonien. Nabuchodonosor reçut la nouvelle sur le front et prit sa décision instantanément. Il confia le commandement de l'armée à ses officiers supérieurs et, escorté d'un petit détachement, effectua une traversée éclair vers Babylone. Les chroniques babyloniennes relatent ce périple avec une admiration non feinte. Nabuchodonosor parcourut la distance entre le front syrien et la capitale en un temps record. Sans lui, l'armée rentra au pays plus tard, à un rythme normal. Il arriva à temps. Le trône lui resta acquis.
Les mercenaires grecs, rescapés de Carchemish et de Hamath, atteignirent l'Égypte quelques semaines plus tard. Neschao reçut leur rapport et prit la pleine mesure de la catastrophe. Le royaume égyptien avait perdu tout le Levant en une seule campagne. Il avait perdu son armée, il avait perdu ses routes commerciales, il avait perdu des positions établies depuis l'époque du pharaon Thoutmôsis III. Plus de 800 ans de présence égyptienne en Asie s'envolaient. Neschao ne chercha pas la revanche. Il se consacra à nouveau à la construction de sa flotte et du canal reliant le Nil à la mer Rouge. Selon les historiens, il comprit ce que ses éclaireurs n'avaient pu lui dire. L'armée égyptienne en Syrie n'avait ni la logistique, ni les effectifs, ni la tactique nécessaire pour s'opposer à la machine de guerre babylonienne en rase campagne. Les mercenaires savent se battre, mais la guerre en territoire étranger, sans ravitaillement, contre une armée disciplinée et supérieure en nombre, n'est pas une tâche pour eux. C'est une tâche pour un empire disposant de ressources inépuisables. L'Égypte n'avait plus ces ressources en Asie. Les mercenaires grecs survivants justifièrent leur défaite de diverses manières. Certains invoquèrent la supériorité numérique des Babyloniens, d'autres la trahison des alliés syriens, d'autres encore la volonté des dieux qui s'étaient détournés de l'Égypte ce jour-là. C'est le catalogue habituel des excuses d'une armée vaincue. Tout, sauf la raison la plus simple. La raison simple était la suivante. Le royaume égyptien se battait par procuration pour une cité étrangère et pour une influence qu'il ne pouvait plus assumer. Le royaume babylonien se battait avec sa propre armée pour un objectif précis, sous les ordres d'un chef qui maîtrisait chaque étape, de la marche forcée à la capitulation. La différence entre ces deux approches ne se mesure pas en concept stratégique. Elle se mesure par les milliers d'hommes restés sur la plaine de Carchemish. Le Proche-Orient changea de maître en un seul été. Les peuples qui en furent témoins en tirèrent rapidement les conclusions. La Judée prêta serment. La Phénicie prêta serment. Les cités syriennes prêtèrent serment. Personne n'attendit une seconde campagne. Nabuchodonosor revint à Babylone en tant que roi. Non plus héritier ou prince, mais roi. Celui qui avait pris Carchemish, écrasé l'Égypte à Hamath et soumis le Levant en une saison. Il régna encore 43 ans. Il bâtit ces murailles de Babylone que les Grecs classeraient plus tard parmi les merveilles du monde. Il prit Jérusalem 2 fois. L'histoire ne demanda pas l'avis de l'Égypte pour changer d'époque. Et voici la question que la bataille de Carchemish laisse en suspens encore aujourd'hui. Si les mercenaires grecs, au pied des murs de Carchemish, avaient su que les portes égyptiennes se refermeraient avant qu'ils ne puissent se replier, seraient-ils tout de même sortis dans la plaine? Ou auraient-ils préféré négocier avec les Babyloniens à l'avance, vendant leur loyauté aux nouveaux maîtres de l'Orient, aussi froidement qu'ils vendaient leur savoir-faire au Pharaon? La réponse à cette question importe peu pour l'issue de la bataille. Elle importe parce que ce choix entre la fidélité à celui qui paie et le calcul de celui qui va gagner s'est répété tant de fois dans l'histoire qu'il a cessé depuis longtemps d'être une simple question militaire.